Bonjour et bienvenue sur la chaîne du spiritisme expliqué. La plupart des grands médiums ont été accusés de fraude à un moment ou à un autre. Ces accusations étaient-elles fondées et étaient-elles étayées par des explications sur les trucs employés? Est-il possible que certaines accusations soient basées sur des erreurs d'interprétation? Et plus dérangeant encore, certaines fraudes ne seraient-elles pas inhérentes à la médiumnité? C'est à ces questions que nous allons tenter d'apporter un éclairage aujourd'hui. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les différentes hypothèses matérialistes pour expliquer les phénomènes psychiques. Même si elles ne peuvent pas élucider l'ensemble des phénomènes, elles peuvent rendre compte de quelques-uns. Et elles jouent donc un rôle utile, celui de garde-fou de la crédulité, en rappelant que certains phénomènes s'expliquent sans avoir recours aux esprits. À titre d'exemple, les expériences de psychologie sur l'automatisme ont montré qu'il existe un état de semi-somnambulisme induit par autosuggestion, pendant lequel il est possible d'écrire automatiquement sans qu'il s'agisse de médiumnité. Le spirit Gabriel Dolan a lui-même mis en garde ses confrères contre ce phénomène qui peut s'appliquer à toute personne qui essaye de développer l'écriture automatique. Voici une personne en bonne santé, qui a lu les ouvrages spirit. Elle sait que sa main doit marcher automatiquement. Elle attend anxieusement les premiers frémissements. Son attention concentrée suspend l'activité de son esprit et crée en elle cet état analogue au charme, à la fascination, décrit par les docteurs Liébaud, Brémaud, Bonis, etc. Alors elle entre involontairement dans la phase de somnambulisme partiel de l'état de veille, pendant lequel se produit l'automatisme. Ce sont d'abord des mouvements brusques, des lignes tracées brutalement, comme sous l'impulsion de décharges nerveuses déréglées. Puis, avec la répétition, l'exercice qui amène l'habitude, l'action nerveuse se régularise, la main trace des lettres, puis des mots, et enfin des phrases dont le souvenir ne sera pas conservé dans le moi normal. Et l'automatisme graphique sera constitué. Cet envahissement du somnambulisme partiel pendant l'état de veille n'est pas aussi rare qu'on pourrait le supposer au premier abord. Ainsi, et contrairement aux idées reçues, l'écriture automatique n'est pas une preuve de communication avec les esprits. Dolan affirme que dans les séances spirit, à côté des vrais médiums, il y a des automates qui écrivent mécaniquement, sans conscience du contenu. Pendant longtemps, les spirites ont cru à des esprits farceurs pour expliquer la cause de messages décousus et incohérents. Mais en réalité, ces messages viennent souvent du subconscient du médium lui-même. De là les innombrables fantaisies subliminales qui ont été acceptées comme des révélations sur le monde spirituel. Car, et c'est un point bien digne d'attention, toutes les productions de l'automatisme ne sont pas nécessairement déraisonnables. Une fois que l'habitude de l'automatisme a été bien établie par un exercice fréquent, toutes les idées latentes peuvent s'extérioriser par cette voie. Et elles ne sont pas toutes de simples associations d'idées. Souvent, ce sont des observations, des raisonnements suivis, des théories ingénieuses ou originales que l'écrivain a élaborées pendant son sommeil et dont il n'a pas gardé la souvenance au réveil. Une autre source d'erreur est l'association d'idées. Certaines communications médiumniques peuvent commencer par des informations qui sont justes, puis peu à peu se mélanger aux pensées du médium lui-même. Dans la psychographie, c'est-à-dire lorsque le médium écrit, ou dans la psychophonie, c'est-à-dire lorsque le médium parle, la plupart des médiums restent conscients de ce qu'ils produisent au fur et à mesure, et ils vont très facilement introduire leurs propres idées par association d'idées. Allan Kardec en parlait déjà en 1861. Il observait ceci. L'influence morale du médium se fait réellement sentir quand celui-ci substitue ses idées personnelles à celles que les esprits s'efforcent de lui suggérer. C'est encore lorsqu'il puise dans son imagination des théories fantastiques qu'il croit lui-même, de bonne foi, résulter d'une communication intuitive. Il y a souvent alors 1000 à parier contre 1
que ceci n'est que le reflet de l'esprit personnel du médium. Et les difficultés ne s'arrêtent pas là. Les expérimentateurs doivent aussi se méfier de la suggestion. Prenez cet exemple relaté par Bonis, professeur de physiologie à la faculté de médecine de Nancy. Il a suggéré à une jeune fille, en sommeil somnambulique, qu'elle le verrait le jour du 1er janvier. Au réveil, elle n'a gardé aucun souvenir de la suggestion. Mais une fois le jour de l'an venu, elle voit le professeur entrer dans sa chambre à Nancy. Sauf qu'à ce moment-là, il n'était pas à Nancy, mais à Paris. Dans ce cas, M. Bonis n'avait pas fixé d'avance tous les détails de l'expérience, mais le sujet les inventa au fur et à mesure, en objectivant les hallucinations nécessaires à la parfaite exécution de l'ordre suggéré. Alors, comment faire la part des choses? Comment distinguer le vrai du faux? Séparer une vraie perception extrasensorielle de simples projections du mental ou du subconscient. Pour ce faire, Kardec avait conseillé une méthode d'analyse rigoureuse des messages qu'il a intitulée « Contrôle universel de l'enseignement des esprits ». Nous reviendrons en détail sur cette méthode dans une prochaine vidéo. Maintenant que nous avons vu comment des erreurs d'interprétation, comme l'automatisme, l'association d'idées ou la suggestion, peuvent parfois être prises à tort pour de vraies communications spirites, nous allons parler plus en détail des fraudes. Si vous consultez les pages Wikipédia des médiums à effet physique les plus connus de l'histoire, vous verrez qu'ils ont systématiquement été accusés de fraude. On peut compter 3 différents types de fraude. Tout d'abord, il y a bien sûr eu des faux médiums qui profitaient de la crédulité du public. La faible luminosité employée lors des séances favorisait la triche. Faible luminosité due au fait que la lumière vive semblait avoir une action dissolvante sur l'ectoplasme. Un autre type de fraude a été reconnu par des médiums authentiques. Les séances de matérialisation sont si éprouvantes physiquement que plusieurs jours de repos sont nécessaires pour que les médiums récupèrent. Il est donc souvent nécessaire de les dédommager financièrement. Le souci, c'est que les facultés médiumniques sont intermittentes et elles sont indépendantes de la volonté du médium. Parfois, plus aucun phénomène ne se produit pendant des semaines, voire des mois. Comment rétribuer un médium qui ne produit rien? Parmi ceux qui sont devenus dépendants de leur production médiumnique pour vivre, certains ont fini par tricher pour garder leur source de revenus. Enfin, il y a également les fraudes inconscientes, pour lesquelles certains médiums ont été injustement taxés de charlatans. Et l'exemple le plus marquant est la médium Eusapia Palladino. Pendant plus de 40 ans, cette médium italienne, rustre et illettrée, a fasciné les scientifiques. On compte parmi eux le physiologiste français et prix Nobel Charles Richet, le psychologue polonais Julian Oshorowicz, le psychiatre italien Enrico Morselli, le chimiste et physicien anglais William Crookes, l'astronome français Camille Flammarion, mais on compte également des personnalités publiques comme Jean Perrin, Paul Langevin, Henri Bergson et Pierre Curie. Outre les matérialisations d'esprit qui étaient intermittentes, Eusapia était capable de provoquer des phénomènes de lévitation presque à volonté et à imprimer l'empreinte de ses mains ou de son visage à distance dans l'argile. Pendant les expériences, ses mains physiques étaient fermement maintenues par les observateurs, qui notaient une synchronisation parfaite entre les mouvements des objets effectués à distance et des mains du médium. Il percevait même la pression exercée par ses doigts au moment où l'argile était marquée à distance. La médium placée sur une balance, les expérimentateurs constataient, lors de la lévitation d'objets sans contact, que le poids indiqué
varier en fonction de l'objet soulevé, comme si le point d'appui se situait sur le corps de la médium. Certains observateurs ont clairement vu 2 bras gauches identiques chez Eusapia, dont l'un semble revenir se fondre dans son corps en se dissolvant. Il s'agit en fait du double fluidique de la médium qui s'extériorise. Il n'y a donc pas d'intervention d'esprit dans ce type de phénomène qu'Alexandre Aksakov désignera en 1890 sous le nom d'animisme. L'hypothèse d'un double fluidique qui, dans certaines conditions, se détache du corps du médium, paraît nécessaire pour l'explication de la plupart des phénomènes. Pour les observateurs, tout suggère que l'effort est transmis de son corps à un double fluidique. Face à ce phénomène, des chercheurs non spirites, tels qu'Ochorowicz, n'ont pas hésité à affirmer que l'extériorisation d'un double du médium, composé d'une manière subtile, encore inconnue, semblait être l'hypothèse la plus rationnelle. Je propose de désigner par le mot animisme tous les phénomènes intellectuels et physiques qui laissent supposer une activité extracorporelle ou à distance de l'organisme humain, et plus spécialement tous les phénomènes médiumniques qui peuvent être expliqués par une action que l'homme vivant exerce au-delà des limites de son corps. Lors des séances, lorsque son état de conscience est altéré, Eusapia ne peut pas distinguer sa main corporelle de sa main fluidique. Il est donc indispensable pour les expérimentateurs de contrôler sa main charnelle afin que sa main fluidique puisse se dégager et permettre au phénomène de se produire. Comment sont nées les accusations de fraude envers Eusapia ? Lors de séances à Cambridge, en Angleterre, les opérateurs ne vont exercer aucun contrôle sur la médium, lui laissant les mains libres, puis l'accuser de fraude lorsque sa main saisira directement, à la vue de tous, un objet pour le lancer à distance. C'est simplement parce qu'on ne comprenait pas les phénomènes en jeu que les observateurs ont accusé à tort Eusapia de fraude. Par ailleurs, un autre type de fraude involontaire chez Eusapia a également été rapporté par Charles Richet et Julian Oshorowicz. Ils ont remarqué que l'état d'esprit des expérimentateurs influençait la médium. En état de transe, elle devient réceptive à leur suggestion mentale. Si ceux-ci sont persuadés que la médium va frauder, ils peuvent involontairement lui suggérer cet acte. Enfin, il apparaît que, lorsque la médium est fatiguée, elle entre dans un état de demi-somnambulisme, pendant lequel son inconscient tente de répondre aux attentes en provoquant les phénomènes souhaités et en recourant à l'usage direct de ses mains. Ainsi, la fatigue et les suggestions extérieures jouent un rôle clé dans les fraudes grossières observées chez Eusapia. Comme vous le voyez, la question de la fraude n'est pas évidente et bien des fois, des médiums ont été accusés à tort, faute de compréhension des mécanismes en jeu. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous recommande le très documenté ouvrage de Gabriel Dolan, Les apparitions matérialisées des vivants et des morts, gratuitement disponible sur le site de l'Encyclopédie Spirit et dont vous trouverez le lien en commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les interactions entre les phénomènes psychiques et la médecine. Si le sujet vous a plu, pensez à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour aider à la diffusion de cette chaîne. Merci à tous et à très bientôt.